Messieurs, on parle de cette course aux séries dans la Ligue nationale de hockey et ce fameux stretch de la date limite des transactions qui arrive plus tôt que tard. Hein. C'est quand même ce vendredi que ça s'en vient. Mais j'ai envie qu'on se lance un peu sur une piste parce que, bon, Pop, tu l'as dit en préambule, avant d'enregistrer, en fait, comme quoi on a ça dans notre poche arrière depuis je ne sais pas combien de semaines. Tu sais quoi? On va amener ça la semaine prochaine. Mais là, la semaine d'après, c'était le début des Olympiques. Ou en fait, c'était le Super Bowl. Après ça, c'est le tournoi des Olympiques. Après ça, c'était la fin du tournoi des Olympiques qui a fait jaser. Puis là, après ça, on est rendu à aujourd'hui. Ça fait peut-être 3 à 4 semaines qu'on repousse ça. Et puis là, on est là aujourd'hui parce que, un peu plus tôt cette saison, on vous avait proposé un peu nos prédictions de too soon, de trop tôt. Alors, les prédictions qu'on avait. On avait 3 catégories qui étaient en séries éliminatoires à surveiller et à oublier. Pop, tu avais les Panthers de la Floride, les Bruins de Boston et le Kraken de Seattle. Félix, tu avais en série le Wild du Minnesota. Tu voulais surveiller les Sharks de San Jose et oublier les Blackhawks de Chicago. Et pour moi, j'avais en série les Ducks d'Anaheim, à surveiller les Islanders de New York et on oublie les Pingouins de Pittsburgh. Commençons par nos équipes en séries éliminatoires. Messieurs, Pop, qu'est-ce qui se passe de bon avec tes Panthers, là? Ce qui se passe de bon, c'est qu'il y avait aussi le fait que j'avais dit que j'allais parier ma future maison sur les Panthers en série aussi. Écoute, Pop, dans tous les cas, tu n'as pas de maison. Et voilà, tu peux pas perdre quelque chose que tu n'as pas. Et voilà. Sinon, PC Jean-Liqueur m'aurait arrangé quelque chose, là, puis j'aurais retrouvé de quoi pour parier peut-être quelque chose autre que ma maison. Mais écoute, j'avais vraiment parié le fait que peut-être Mathieu Tkachuk aurait peut-être pu revenir un petit peu plus tôt, puis qu'on serait peut-être en game shape peut-être plus rapidement que ça. Mais là, du côté de la Floride, là, on perd Seth Jones. Puis là, on sait avec Alexander Barkov et tout ça. Sergei Bobrovsky ne connaît pas une si grande saison que ça. Je pense que quand j'avais fait cette prédiction-là au mois de décembre, j'avais juste oublié peut-être le petit détail que ça fait 2 ans de suite que Floride joue jusqu'à la mi-juin. Puis que j'ai peut-être pas pris en compte qu'à un moment donné, physiquement, ils seront plus capables de tenir. Les conséquences de ces 2 runs-là de playoff allaient arriver imminemment. Et finalement, il faut croire que c'est arrivé. Mais tu sais, je surveillais en même temps. Floride n'allait pas souvent en prolongation. Je me suis dit, ils sont peut-être dus aussi pour aller chercher quelques points de communistes ici et là. Mais bon. Dernier ou avant-dernier dans l'Atlantique. Ben écoute, Pop, Félix, ce sont 4 équipes qui distancent les Panthers de la deuxième place pour des équipes repêchées qui est présentement, là, au moment où on enregistre ça, et la propriété des Bruins de Boston. Donc, les Panthers, avec présentement 63 points, doivent battre les Flyers, les Sénateurs, les Blue Jackets et les Capitals. Et ça, c'est pour être la première équipe qui sort ça. Écoute, j'irais peut-être pas une prédiction hot take pour commencer, mais d'après moi, je pense que les Panthers vont pas me donner raison rendu au mois d'avril. Je fais juste dire ça de même. Je pense pas. Alors, je pense qu'il y a plus de chances qu'il soit vendeur. Il y a plus de chances qu'il soit vendeur que de chances qu'il fasse les séries rendu. Ouais, mais Félix, en ce moment, toi, tu parles un petit peu coquille parce que toi, de ton bord, tu dis, bah, tu sais, ça va pas trop pire. Hein? Tu vois le Wild du Minnesota, comment ça se déroule en ce moment, qui était ton équipe en séries éliminatoires. Puis tu sais quoi, Félix, je pense que tu profites juste du fait que, mis à part les 3 équipes de la centrale étant l'Avalanche, les Stars et le Wild, il n'y a pas vraiment de compétition. Ah, mais c'est le résultat qui compte, hein. C'est pas comment, Mio, c'est l'important. Bro est allé avec Bro est allé avec le take le plus conservateur de nous tous, puis il est en train de faire un victory lap en ce moment-là. Le Wild à ce moment-là, c'était pas glorieux. C'était pas glorieux à ce moment-là. Ce qui est arrivé avec le Wild, c'est que depuis ce temps-là, Quinn Hughes est arrivé. Et que depuis ce temps-là, cette équipe-là marque plus de buts que n'importe quelle équipe dans la LNH. Et bon, j'avais pas revu Quinn Hughes, ça, je vais te l'avouer. Là, je n'ai pas rendu là encore dans mon processus de réflexion, mais clairement, ça a aidé. Puis, il y a Jesper Wallstedt qui est bon, Philippe Gustafsson, une grosse saison aussi quand il n'est pas en train de gerber devant son filet. Ça a été. Puis Matt Boldy qui est en train d'émerger. On parle beaucoup de Kaprizov et de Quinn Hughes, là, mais Matt Boldy est une superstar. Pour vrai, là, ce gars-là est une superstar. On voit beaucoup Cole Caulfield à Montréal,
Matt Boldy a une saison qui ressemble vraiment beaucoup à celle de Cole Caulfield en ce moment. C'est ce qu'il joue au Minnesota, fait qu'on en parle moins, mais Matt Boldy était avec l'équipe américaine aux Jeux Olympiques. Matt Boldy a été repêché juste avant Cole Caulfield au repêchage en 2019. On l'aime beaucoup Caulfield à Montréal, puis à juste titre, là, évidemment, je pense que c'est un gars qui a 35 buts, puis on arrive au 1er mars aujourd'hui. C'est pas exactement un bum, là, mais Matt Boldy est tout aussi bon, peut-être même un petit peu meilleur que Cole Caulfield. C'est vraiment une superstar, ce gars-là, au Minnesota, qui est un peu dans l'ombre, justement, de Kaprizov et de Quinn Hughes, mais vraiment, ce gars-là fait la différence. Son émergence fait vraiment la différence au Minnesota. Puis tu sais, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on a cassé un peu de sucre sur le dos du Wild à dire que, tu sais quoi, cette attaque fonctionnait seulement si Kaprizov fonctionnait, puis on leur donnait pas grand chance si Kaprizov devait se blesser puisque ce gars-là était le système. Puis tu sais quoi, tu as bien raison du côté de Boldy. Je pense que je dois avouer un certain mea culpa, mais dans toutes ces équipes en séries éliminatoires, il n'y en a aucune qui émet maintenant tellement de confiance que les Ducks d'Anaheim, messieurs, dames, qui présentement, avec 3 matchs en plus en main sur les Oilers d'Edmonton qui les suivent au classement, ils sont quand même 2e de la Pacifique à 3 points des Golden Knights qui eux-mêmes ont 2 matchs de plus à jouer. Les Ducks ont connu quand même une dure séquence il y a quelques semaines de cela. Et puis là, on peut profiter finalement du retour de Leo Carlson et les Ducks ont 8 victoires à leurs 10 derniers matchs. Ça va bien de ce côté-là, messieurs. Mais vous savez, c'est quoi, moi, mon plus gros victory lap depuis le début de la saison? C'est de vous parler des Islanders de New York. Hey, je veux dire, on les voyait un petit peu, OK? Ils étaient un petit peu dans le rétroviseur arrière. Mais de voir en ce moment, puis en plus, on a eu une bonne occasion de les voir cette semaine, puisqu'ils étaient de passage au Centre Bell. Mais vous en pensez quoi de Matthew Schaefer? Écoute, je perçais encore l'idée que Ivan Demidov pouvait donner une course un petit peu serrée au Calder. Oublie c'est ça. terminé. C'est terminé. Je m'obstinais un peu pour dire oui, Schaefer est en avant, mais ça ne sera pas unanime comme le monde pense. Juste avec son match au Centre Bell avec ses 2 buts qui fait en sorte qu'il dépasse même Phil Horsley pour le plus grand nombre de buts, je crois, par un joueur de 18 ans, un défenseur de 18 ans, si je ne me trompe pas. Ouais. Ben là, je pense que y a-tu vraiment débat là maintenant? Là? Dans une soirée où Noah Dobson, au Centre Bell, a marqué 2 buts contre son ancienne équipe, la grosse histoire que tout le monde retient de ce match-là, et c'est en partie lié au fait que les Islanders ont gagné, mais la grosse histoire que tout le monde retient de ce match-là, c'est que Matthew Schaefer a marqué 2 buts en vraie minute. Ce kid-là, à 18 ans, c'est surréel. Ce qui fait, sincèrement, je pense que c'est le meilleur défenseur de 18 ans que j'ai vu depuis que je suis le hockey. Rasmus Dahlin n'était pas loin, mais je pense que Schaefer est à un autre niveau. Tu l'as pas dit 18 buts cette saison pour Matthew Schaefer. C'est surréel pour un défenseur de 18 ans qui, on le rappelle, n'a presque pas joué l'année passée et est né en septembre. Ce gars-là va avoir 18 ans au début du camp des Islanders l'année prochaine. Il va avoir 19 ans pendant le camp l'année prochaine. C'est complètement surréel. Puis, je suis tombé, je crois que c'est hier, en tout cas, bref, cette semaine, je crois que c'est Steve Dangle qui pose cette question-là. Si tu devais commencer ta franchise en ce moment, est-ce que tu prends Lane Hutson ou tu prends Matthew Schaefer? Et écoute, c'est drôle parce que j'ai l'impression que je viens d'avoir exactement le même discours avec Matt Boldy, là, mais on l'aime, Lane Hutson, à Montréal. Puis on sait à quel point c'est un joueur spectaculaire. Puis son contrat fait en sorte que ce gars-là va être une valeur incroyable pour les prochaines années. Là. Mais pour vrai, avec ce que Matthew Schaefer est en train de faire, c'est difficile de ne pas opter pour Matthew Schaefer. Il est 3 ans plus jeune aussi, il ne faut pas oublier ça, 3 ans plus jeune, puis c'est rien enlevé à Hudson qui est peut-être dans le top 3, gros maximum, le top 5 des défenseurs que tu prendrais pour débuter ta franchise aujourd'hui. Mais je pense que Matthew Schaefer l'a dépassé à ce moment-là, puis très sincèrement, là, je ne sais pas s'il y a un autre défenseur que je prendrais avant lui. Tu sais, ce serait genre lui, Karl Makar ou Quinn Hughes. Je pense que c'est encore le gros top 3. Hudson et peut-être puis Werenski, disons, peut-être juste un petit peu en arrière. Puis sincèrement, avec la saison que Schaefer connaît, au-delà des points, là, les points, oui, il y en a beaucoup en avantage numérique. 55, il y en a un peu moins, mais je m'entends. L'important avec lui, c'est qu'en plus de ce qui t'amène offensivement, ce gars-là a tellement d'atouts super intéressants que c'est incroyable. Ce gars-là me fascine. À chaque fois que je le vois jouer, je suis encore plus impressionné. Puis vraiment, je suis content pour la Lenders parce qu'ils ont vraiment eu un super, super bon kid. Le gars, son histoire, c'est touchant et tout, évidemment. Puis
c'est vraiment, ça n'aurait pas pu arriver à un meilleur gars de tout ce succès-là. Puis je suis content pour Matthew Sheffield. Moi, je fais juste vous dire qu'officiellement, avec les 2 buts qu'il a fait contre Montréal, Matthew Sheffield a officiellement plus de points en carrière dans la LNH que ses 2 dernières saisons dans la OHL. Ça, c'est fou. Ça, c'est ce qui est incroyable fou, quand même. Mais ça rajoute en fait ce que Félix dit dans le sens que Sheffer a presque pas joué et pourtant, tout le monde quand même, là, je ne dis pas juste les Islanders que de l'avoir repêché, je veux dire, il leur a pas mal été donné sur un plateau d'argent, vous direz. Littéralement, je vous rappelle, les Islanders avaient comme quoi les 9/10e meilleures chances d'avoir le premier choix. 9e. Ouais, et ils ont quand même mis la main là-dessus, mais puis quand même, je dis encore ça cette semaine avec des amis, mais toutes ces équipes des Islanders qu'on voit qui compétitionnent, là, ils ont tous le même ADN. Il n'y a rien qui les sort du lot, mais mon Dieu que c'est une bonne équipe. Bon, Matthew Sheffer, oui, il est quelqu'un qui sort du lot, mais vous comprenez dans le sens que c'est pas flashy, c'est pas justement un marqueur à la Cole Caulfield, mais c'est, mon Dieu, qu'une gang de gars qui travaillent ensemble. OK, puis finalement, bon, les 2 autres équipes qu'on avait à surveiller, on avait les Bruins de Boston ainsi que les Sharks de San Jose. Félix, les Sharks, eux, qui jouent un petit peu avec leur survie, ont présentement là, quelques points à rattraper, mais pas grand-chose. Y crois-tu encore? Écoute, Macklin Celebrini m'a tellement impressionné aux Jeux Olympiques que je ne vais jamais le compter pour battu. Mais tu sais, je me souviens qu'à ce moment-là, quand je parlais des Sharks, mon point était surtout que Celebrini, Will Smith va les tirer en série à eux seuls, puis cette défense-là allait devoir miraculeusement tenir avec John Klingberg comme défenseur numéro 1. Mais je pense que ce que j'ai oublié de pondérer assez fort, c'est John Klingberg, défenseur numéro 1. Je pense que ça, j'ai oublié de le considérer assez fort. Je reste quand même super impressionné. Puis je pense que cette saison-là des Sharks serait super impressionnante. Mais je repense à, disons, Kiefer Sherwood qui a été acquis c'était au mois de janvier, mi-janvier. On n'a pas beaucoup joué, a joué seulement 3 matchs avec les Sharks. Et là, on songe déjà à le rééchanger parce qu'on est conscient que ce ne sera peut-être pas notre année finalement, puis on pourrait avoir plus et tout. Je pense que tranquillement, pas vite, les Sharks se préparent à être vendeurs en se disant, ben gars, sérieusement, on a livré un bel effort, puis on a été au-dessus de ce qu'on pensait. Mais écoute, à surveiller, si tu me demandes est-ce qu'on à surveiller l'année prochaine pour faire les séries, je pense que l'année prochaine, les Sharks vont vraiment être de sérieux aspirants à faire les séries. Avec Michael Misa qui va se développer une autre année aussi, je pense que ça va beaucoup aider. La relève qui s'en vient, il y en a beaucoup de bons jeunes joueurs à San Jose. Il y en a beaucoup. Mais cette année, je pense que là, on commence tranquillement à manquer de gaz. C'est dommage parce que ça reste quand même une belle histoire, ces Sharks cette année. Mais je suis très intrigué de voir ce qui les attend au cours des prochaines années. Mais on en blaguait un peu avant la saison que les Sharks, le futur est parallèlement lié à celui des Canadiens de Montréal. Ces gars-là vont se disputer 5 finales consécutives. Là. Ah, ça s'en vient. Puis, honnêtement, moi, je pense aux Sharks. Puis, moi, le comparatif que j'aime voir un peu avec eux autres, c'est les Panthers de la Floride de 2000-2001. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Ben, non, Pop, oui, j'étais né, tu étais conscient. Je vais expliquer rapidement. Cette édition 2000-2001 des Panthers avait Pavel Bure qui avait fini à 92 points. 33 buts, 92 points en 82 matchs. Le deuxième meilleur pointeur de l'équipe avait fini avec 37 points. Oh mon Dieu. C'est littéralement ça qu'on voit à San Jose. En ce moment, les Sharks, là, dans le plus respectueusement des manières, là, en ce moment, vous devriez changer votre nom pour Macklin Celebrini and a Bunch of Scrubs en ce moment. Là. Will Smith a aussi Will Smith, je ne lui accorde pas le titre de Scrub. Et n'oublions quand même pas que Carey Price est de cette équipe. C'est vrai. Hey, il devrait l'habiller, Carey Price, le mettre devant le filet. Parce que je vais dire, au moins, c'est Panthers-là avec genre Roberto Luongo. Là. Mais tu sais, dire à Carey Price, là, ça fait le niaisage. Là, on te paye, là, mets tes pads. Ah ouais, demain soir, on est dans le filet. et bon, finalement, dernière équipe que Pop avait mentionné, bon, c'était les Bruins. C'est drôle, hein, mais c'est Pop qui dit bon, ça prendra juste que Morgan Geekie continue encore de contribuer de la sorte. Morgan Geekie, là, 33 buts. C'est son record, son record d'ailleurs aussi personnel, mais c'est son total de l'année dernière. Hey, écoute, puis je pense que quand on a fait les prédictions au mois de décembre, Morgan Geekie shootait pour genre 28%. Là. C'est insoutenable comme rythme. Là.
Dans la dernière année ou deux, on disait que il y avait David Pasternak puis Charlie McAvoy, puis c'était tout là, dans cette équipe-là. Là, on voit un peu ce genre de vibes du côté de Boston. Honnêtement, je ne sais pas. Boston sont quoi? Sont-ils une bonne équipe ou ils font juste puncher au-dessus de leur tête? J'ai aucune idée de ce qui se passe avec Boston. Mais écoute, ils ont perdu cette semaine 3-1 contre les Flyers en pleine course des séries. Fait que je me dis en même temps, sont-ils frauduleux? Sont-ils frauduleux? Hein? Sont-ils frauduleux? Mais aussi, dans tout ça, bon, écoute, on verra ce que ça donne, mais cette maudite Atlantique. Messieurs, l'Atlantique. Alors, le Lightning qui, malgré une défaite contre les Sabres hier, ont quand même le dessus dans la division. Et les Sabres sont deuxièmes à 1 point derrière la troisième tête de série qui sont les Canadiens de Montréal. Puis les deux équipes, justement, dans des équipes repêchées pour les séries éliminatoires, ce sont les Red Wings et les Bruins. Bien entre la position 2 et la position 5, dis-je bien, de cette division, c'est 5 points qui comprend tout ça. Là. Donc, ça va se battre jusqu'au dernier petit point jusqu'à la fin de l'année. Puis, c'est dans des matchs un peu comme on a vu les Canadiens perdre contre la Islanders cette semaine, que tu dis, c'est quoi, peut-être qu'il aurait été bon le petit point de plus. OK, et finalement, bon, rapidement, les équipes à oublier. Pop, tu as mentionné le Kraken de Seattle qui se bat pour sa survie en ce moment, wildcard, mais tu sais quoi? Il y a encore une chance. Félix, tu as mentionné avec les Blackhawks de Chicago, tu étais tellement hipster dans tes affaires. Genre, tu as décidé, en fait, pas hipster, en fait, tu as décidé d'y aller avec le truc le plus facile. Mais non, c'est ça, je dis, Félix a fait les trucs les plus... j'en ai d'autres. Hey, Félix, j'en ai une autre pour toi. Il y avait un gros buzz sur les Blackhawks à ce moment-là. Spencer Knight était une muraille devant son filet. C'était avant la blessure de Bédard, qui était en train de faire sensiblement ce que Cédric Brunier a fait avec les Sharks pendant un peu plus longtemps, avant de se blesser malheureusement pour Bédard. Il y avait un buzz de série autour de Chicago. Si je ne me trompe pas, à ce moment-là, il était en position de faire les séries. Ouais, mais Félix, dans tous les cas, j'en ai une pour toi par rapport à ça. Une fourchette a été trouvée dans la cuisine. C'est comme ça que tu nous dis ça, là. C'est une évidence. Puis le mien, je vais vous avouer, pour l'instant, ça vieillit mal. J'ai mentionné les Penguins de Pittsburgh. Depuis le début de la saison, je leur casse aussi du sucre sur le dos comme quoi, ça va lâcher un moment donné. Écoutez, c'est Nick Crosby blessé, il devrait rater le prochain mois. Et les Penguins affronteront une quinzaine d'équipes en séries éliminatoires d'ici la fin du calendrier. C'est là qu'on va savoir si ça passe ou ça casse. Mais présentement, ils sont deuxièmes et ils en profitent. Messieurs, avant qu'on saute sur les Canadiens de Montréal, on a quand même vendredi la date limite des transactions qui va y aller. Qui est le joueur que vous surveillez le plus dans toute cette liste de joueurs? Sans dire que ça va être un joueur, je pense que ça va être une équipe. Je pense que cette semaine, là, si vous êtes un fan des Maple Leafs de Toronto, là, cette semaine, là, que vous avez vu. Derrière, vous avez vu Austin Matthews être correct pour gagner l'or. Vous avez vu Mitch Marner qui a eu ses beaux moments pour le Canada. Vous avez eu une pause de 2-3 semaines là, où tout allait bien. Là. Et là, c'est le retour de cette équipe-là est complètement désastreuse sur la glace. Je pense, c'est quoi, ça finit? Je pense les 3 matchs cette semaine, ça finit avec genre un but pour but contre de genre 15-6, genre quelque chose de même. Là. Puis on ne sait pas ce qu'on fait. Là. C'est ça l'affaire, c'est qu'à Toronto, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, alors que la réponse est complètement évidente. T'as-tu vu la séquence des 2 défenseurs qui se tombent un sur l'autre? Il y en a un qui se pète la gueule, puis il y en a un qui, en reculant, tombe dans l'autre. Ouais, je l'ai vu, mais en sachant que finalement le but a été annulé à cause d'un hors-jeu, ben c'est moins drôle. Peu importe, ça résume tellement bien la saison à Toronto, là. Tu sais, il y en a un qui tombe, puis au lieu de se relever, puis non, l'autre, il retombe, puis ça résume tellement bien la saison à Toronto. Tu vois le gars qui attaque le centre de la glace, je pense, c'est quoi? C'est-tu Sam Bennett? Il me semble que j'ai le numéro 9 en tête. Ouais, je pense que oui, c'était le match contre les Panthers. Puis tu vois l'autoroute qui s'ouvre devant lui à la ligne bleue. Man, les 2 défenseurs. Dans les Maple Leafs, c'est particulier cette équipe-là. Puis là, en plus, on a des problèmes aussi, des problèmes au niveau des contrats parce que Scott Laughton, qu'on a acquis à gros prix, ça fait 2 ans, ça, Scott Laughton? Non, l'année passée.
C'était l'année passée, parce qu'il était des rumeurs à Toronto pendant comme 6 ans de temps. Fait que j'avais oublié c'était quelle année exactement, mais c'est l'année passée. On l'a acquis à gros prix et là, il est joueur autonome en devenir. Il semble pas être en voie de signer une prolongation de contrat. Fait que là, est-ce que tu l'échanges? Clairement, tu n'auras pas tout ce que tu as donné pour l'an passé. Bobby McMahon, qui est un autre dans cette situation-là, que là, on semble être un petit peu plus optimiste à l'idée de le signer. Mais donc, tu n'as pas de contrat avec lui d'ici vendredi. Est-ce que tu l'échanges? Ça va être une question qu'il faut que tu te poses. Brad Treliving, tu as raison, va avoir une très, très grosse semaine. Moi, le nom que je surveille le plus est du côté de Saint-Louis. En fait, les Blues en général, mais il y a un nom en particulier. Les Blues, c'est ça. Les Blues en général, mais il y a un nom en particulier qui m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Hier, dans le cadre des Saturday Headlines à Canadian Canada, Elliot Friedman a mentionné que, selon lui, les chances sont plutôt bonnes que Robert Thomas soit échangé d'ici vendredi. Robert Thomas, écoute, on se souvient qu'à Montréal, un certain DG du nom de Marc Bergevin a déjà dit qu'un premier centre, la seule façon que tu peux avoir ça, c'est en rendant repêchant. Et c'est pour ça qu'il avait pris Kotkaniemi en 2018, parce que c'est la seule façon d'aller chercher un centre numéro 1. Quand un centre numéro 1, surtout dans une ligue où est-ce qu'on le sait à Montréal, là, ça fait des mois qu'on essaie de trouver un centre, pas numéro 1, juste top 6. Il n'y en a presque pas sur le marché. Et là, Robert Thomas, qui est un des, j'ai envie de dire un des 15 à 20 maximum meilleurs centres de toute la LNH, c'est peut-être même top 15 plus proche de top 10. Mais top 10, ça me semble un peu haut, là, mais clairement dans le range de 15 à 20, disons, là, un des très, très, très bons centres de la Ligue qui, là, soudainement, a des bonnes chances d'être échangé. Moi, je crois que c'est de loin la plus grosse transaction qu'on va voir cette semaine si elle a lieu. Parce que, tu sais, là, il expliquait, mais Freeman parle vraiment pour rien dire aussi. Là, s'il dit ça, c'est probablement parce qu'il y a des bonnes chances que ça arrive. Il a nommé une équipe par rapport à ça. Il y a une équipe dont il a mentionné clairement l'intérêt. Le Mammouth de l'Utah. On sait que le Mammouth travaille fort depuis longtemps pour aller chercher un joueur de centre. Clairement, c'est pas très difficile de penser que Caleb Desnoyers serait impliqué dans cette transaction-là. Parce que, évidemment, si les Blues échangent Robert Thomas, on va vouloir un centre qui a le potentiel de devenir au minimum un centre top 6, éventuellement, possiblement un premier centre. Est-ce que Caleb Desnoyers pourrait aller rejoindre Justin Carbonneau dans l'organisation des Blues? Ce serait quand même cool pour les deux joueurs qui ont été repêchés, les deux premiers Québécois repêchés au dernier repêchage. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner à ce niveau-là, mais clairement, tu vois un peu dans ta tête déjà le format d'une telle transaction. Est-ce que Robert Thomas pourrait aller ailleurs? Et là, évidemment, à Montréal, aller chercher un gars comme Robert Thomas, ça ferait l'envie de bien des gens. Je ne pense pas que le Canadien va être prêt à payer pour ça, mais évidemment, ça va être un nom surveillé. Je pense, selon moi, que c'est le plus gros nom qui est susceptible d'être échangé cette semaine. Et si ça arrive, sans dire que je m'attends à un prix à la Quinn News, ça va ressembler à ça. Moi, c'est pas juste Desnoyers. Hein. Ça va être Desnoyers, probablement un autre gros espoir, peut-être Simachev, le défenseur qui avait été pris juste après David Reinbacher en 2023. 2024, en fait. Non, 2023, parce que 2024, c'est Yvan. C'est des Midova et les années de repêchage se mélangent. Je l'avais dans 2022, puis le reste, tout était mélangé. Là. Fait que, bref, Simachev qui avait été pris juste après David Reinbacher à l'époque, qui est un bon espoir à la ligne bleue, peut-être 1 à 2 choix de première ronde aussi. Ça va être un très, très gros pactole pour Robert Thomas, qui viennent de l'Utah ou qui viennent d'ailleurs. Si les Blues sont vraiment prêts à le monnayer, ça va coûter cher et ça pourrait inciter, en fonction du retour que les Blues auront pour un Robert Thomas, ça pourrait inciter les équipes à mettre des centres sur le marché parce que si Robert Thomas rapporte le gros prix, ça démontre que les acheteurs sont intéressés à payer très, très cher pour des centres. Peut-être que les gars comme Kadri se mettent à bouger, peut-être que les gars comme Ryan O'Reilly se mettent à bouger. Et si ça arrive tranquillement pas vite, ce ne sera pas des prêts à la Robert Thomas, évidemment, mais ça va être des gros noms qui vont bouger assez facilement. Ben, si tu vois, celui qui risque de recevoir le retour, je ne sais pas si je suis prêt à mouiller que ça va être le retour le plus scandaleux parce que ça va être peut-être trop, mais un nom qui va sortir pour toutes les équipes, c'est celui de Vincent Trocheck. Parce que celui-là, ça, c'en est un où, ben, tu sais quoi, tu veux ton gars que... Va dans la mêlée. Tu sais, on va dire, la Lamborghini qu'est Philippe Danault, que devrait être Philippe Danault. Tu sais, puis encore une fois, tout respect à Philippe Danault. La game offensive de Philippe Danault n'est plus ce qu'elle est. Puis Vincent Trocheck peut aller te marquer des buts, mettre en jeu, en fait, mettre en scène quelques buts pour ses coéquipiers, mais par-dessus tout aussi, c'est un gars qui va aller te gagner des mises au jeu et qui est parmi les meneurs pour le volume aussi de mises au jeu qu'il prend, qui moyenne pas loin de 60% de taux de réussite dans le cercle quand même. Là.
Puis moi, je pense à la centrale surtout. T'sais, Colorado sont là. On sait déjà que Colorado va ramener Nazem Kadri 1 pour commencer. Fait que ça, déjà là, on peut enlever ça de l'équation. Tu as Minnesota qui est allé chercher Quinn Hughes durant le mois de décembre. Si Vincent Trocheck ont réussi à le ramener du côté de Dallas pour renforcer la ligne de centre, pelaille! Moi, je pense Trocheck, tu joues plus le Wild. Quand tu fais le Wild, je pensais que c'était là, je pense que le Wild va. Le Wild, on sait, ça fait longtemps qu'on cherche un joueur de centre, surtout depuis que Marco Rossi est parti justement dans l'échange de Quinn Hughes. On sait que le Wild travaille très fort pour aller chercher un joueur de centre. Le nom d'Evgeny Malkin aussi qui avait circulé. Puis d'ailleurs, c'est aussi, de petite parenthèse, là, super intéressant, c'était le reporter qui couvre les Penguins pour The Athletic, c'est Rob Rossi, si je ne m'abuse, qui a parlé à Malkin dans le vestiaire et que Malkin il a dit assez clairement qu'il est très frustré que sa situation contractuelle ne soit pas réglée encore. Il veut revenir à Pittsburgh, mais ça commence vraiment à l'irriter qu'on n'ait pas réglé cette situation-là. Malkin devient joueur autonome au terme de la présente saison, si vous... juste en guise de rappel. Malkin n'est vraiment pas content que ce ne soit pas réglé. Il veut revenir disputer une dernière saison à Pittsburgh l'an passé, puis l'an prochain. Puis on sait que ces dernières négociations contractuelles à Malkin avaient été compliquées. Il a fallu que Crosby puis le temps l'incite à revenir parce que Malkin sentait que l'organisation ne le voulait plus. Est-ce que tranquillement, pas vite, ça ouvre la porte à peut-être voir aussi un Malkin bouger? Parce qu'on sait que le Wild est très intéressé. Bill Guérin a littéralement joué avec Malkin, avec Pittsburgh à l'époque. Donc, c'est clairement le Wild, selon moi, va ramasser un joueur de centre. Mais pas, tu te dis, c'est vrai que la centrale, ça pourrait vraiment bouger aller chercher du renfort au poste de centre. Le Wild, j'ai l'impression que le Wild finit la semaine avec probablement Trocheck, possiblement Malkin. OK. L'un des deux. Très intéressant. L'un des deux, mais ça renforcerait effectivement sur ce qu'il y a sur le Wild. Ben, écoutez, mesdames et messieurs, à la maison, quand même, vous invite un peu de discuter avec nous sur le groupe Facebook Les Superfans des Tigers de Guangdong, mais c'est laquelle votre équipe favorite en ce moment pour remporter la Coupe Stanley? Bon, on n'a pas encore une fois la date limite des transactions derrière nous, mais c'est qui votre favori pour la Coupe Stanley? On va voir un petit peu avec ça, puis qui ça, on va vous lire lors du prochain épisode.